toutes et tous. J'ai pas de diapo, je vais essayer de pas trop bouger pour l'enregistrement. Je me suis dit que vous passez des diapos derrière le bureau, ce ne serait pas forcément très interactif. Vous avez eu une longue journée, moi aussi, donc on va essayer de rester éveillé, que ce soit un peu interactif. Donc l'idée, c'est que peut-être pendant un moment, moi je vous parle d'addiction, d'addictologie, et qu'on garde un moment après pour les sujets forcément ça va être un survol pour les sujets qu'on n'a pas abordés ou les questions qui vous intéressent. Soit sur des produits en particulier, soit sur des comportements en particulier, soit sur des situations en particulier. Quelques éléments de définition quand même. Alors, c'est quoi une addiction ? Peut-être on peut faire un peu, je vais vous faire travailler, hein. On peut faire un peu le tour. Si on fait très très vite comme ça, sans réfléchir, hein, et qu'on se dit ensemble, je vous dis addiction, et vous me dites juste, on circule dans l'assemblée, vous me dites le premier mot que ça vous évoque. Perte de contrôle. Perte de contrôle, ou quelques mots, hein, très grave. Vouloir quelque chose. Vouloir, volonté. Ok, on peut continuer à monter. Un manque. Ouais, on a oublié une rangée, désolé. Le manque. Un comportement irréductible. Ouais. On peut passer par là. J'ai la bouche pleine de gazon. Ça compte. Sans passer. Dépendance. Le volume rouge de la dépendance. Ok. Impulsif. Tu as dit, mais la drogue. Ouais. L'obsession. Pardon, vous étiez déjà passé, excusez-moi. Obsession, ok. Je vois. Ouais. Ah, je vais mettre dépendance aussi. Où est-ce qu'on en est ? Accro. Un comportement, pardon. L'excès. Ok, l'abus. Envie irrésistible de prendre quelque chose. Ok. Un besoin répressible. Incontrôlable. Quelque chose qui est en excès. Quelque chose qui est en excès. Qui nuit à la santé en excès. C'est dommage. C'est dommage pour la santé. Ouais, je vais jusqu'au fond. Hein. Moi j'ai la peur. Ouais. Et vous ? J'avais des dépendance et ça Dépendance. Ok. Bon, si on essaie de ranger un petit peu les mots qui vous sont venus, bon, dépendance est revenu un certain nombre de fois. On va voir que c'est pas en fait, dépendance, c'est pas synonyme d'addiction. Il y a des choses que vous avez évoquées qui sont du champ du produit, tabac, il y avait d'autres mots aussi qui étaient du champ du produit, des choses qui étaient relatives à la perte de contrôle, des choses qui étaient relatives à des catégories d'usage, avec excès, etc. Tout ça, ça fait partie du champ nosographique des addictions, mais maintenant l'idée c'est d'essayer de ranger un peu ça dans sa tête. Il y a une différence entre dépendance et addiction. L'addiction, ça se définit, alors on ne va pas faire les critères diagnostiques, mais ça se définit de manière assez simple par un comportement d'usage d'une substance ou sans substance, qui est répété avec perte de contrôle, en dépit du projet ou de l'absence plutôt de l'absence de projet de consommer. C'est-à-dire, je consomme régulièrement ou de manière continue ou de manière répétée, en dépit du fait d'avoir le projet de le faire. Ou alors pas dans les proportions dans lesquelles je voulais le faire. C'est-à-dire que je consomme mais plus longtemps que j'aurais voulu, plus souvent que j'aurais voulu. C'est juste ça la définition très simple de l'addiction. Et après, la sévérité de l'addiction, elle s'évalue avec des choses que vous avez dit, c'est-à-dire les dommages, avec la quantité des dommages. Plus j'ai des dommages, plus mon addiction est sévère. C'est pas la même définition que la dépendance, parce que la définition de la dépendance, c'est vraiment c'est syndromique, entre guillemets, et c'est composé de deux subsyndromes, qui sont un syndrome de sevrage et un syndrome de tolérance. C'est ça la définition de la dépendance. Je peux tout à fait être dépendant sans être addict. Si je vous détaille la définition de la dépendance, un syndrome de sevrage, c'est soit je réduis la consommation de quelque chose ou un comportement, ou soit je l'arrête, et dans les deux cas, j'ai un ensemble de symptômes spécifiques. Par exemple, le sevrage tabac, si j'arrête de fumer, j'ai des symptômes psychiques, irritabilité, anxiété, des symptômes physiques, troubles du sommeil, des choses comme ça, modification de l'appétit. Et l'autre subsyndrome, c'est un syndrome de tolérance. Pour maintenir les mêmes effets, j'ai besoin d'augmenter la quantité, ou la quantité de comportement ou de produits consommés. Soit si je garde la même quantité, les effets finissent par diminuer.
Ça, c'est la définition de la dépendance. Je peux être dépendant sans avoir d'addiction. Dans quel cas, par exemple? Le café, par exemple. Alors, est-ce que vous buvez plus de café que vous aviez prévu d'en boire, plus souvent que vous aviez prévu d'en boire, et vous avez une sensation de perte de contrôle vis-à-vis de votre consommation de café? C'est pas une vraie question, hein, tout le monde. Voilà. Donc, l'addiction, c'est pas que c'est impossible, mais c'est pas très fréquent. Non, mais si j'ai un cancer et qu'on me prescrit des morphiniques dans le cadre du traitement de mes douleurs cancéreuses, je vais avoir un syndrome de sevrage. Si j'arrête d'un coup, si pendant 6 mois je prends de la morphine et que je l'arrête, ou qu'on me la réduit brutalement, j'aurai un syndrome de sevrage. Donc la moitié de la définition de la dépendance. L'autre moitié de la définition, tolérance. Quand on a une prescription prolongée d'opiacés, il y a la nécessité parfois de faire ce qu'on appelle des rotations d'opioïdes pour justement éviter la tolérance. On change le médicament, on passe d'un opioïde à un autre parce que la tolérance s'installe. Donc quand on me prescrit de manière prolongée des opiacés dans l'indication que je prends correctement, ça n'échappe pas à mon contrôle, je pense qu'il est sur l'ordonnance, j'ai un syndrome de sevrage possible, pas possible dans tous les cas, si j'arrête d'un coup, puisque c'est très addictogène, les opiacés, et j'ai un syndrome de tolérance possible. Donc j'ai une pharmacodépendance, en fait une dépendance sans addiction. À l'inverse, je peux très bien avoir une addiction sans dépendance. C'est-à-dire, je n'ai pas ce syndrome de sevrage quand j'arrête de consommer, je n'ai pas besoin de consommer plus pour avoir les mêmes effets, ou alors les effets ne diminuent pas avec les mêmes consos, donc je n'ai pas de dépendance, mais est-ce que pour autant, je ne peux pas avoir une perte de contrôle sur mes consos, des dommages associés à mes consos, et la poursuite de mes consommations en dépit de la connaissance de leurs conséquences négatives. Je vais prendre un exemple. Je ne consomme de l'alcool que le week-end. Et tous les week-ends, c'est-à-dire pour vous, jeudi, vendredi, samedi, dimanche soir, jeudi, je crois, c'est ça. Je me retrouve dans des situations où je fais des choses que je n'aurais pas fait si je n'avais pas consommé, qui me causent des dommages. Par exemple, se retrouver aux urgences. Se retrouver aux urgences, quand on est malade, quand on a une suspicion d'appendicite, c'est pas un dommage, c'est un bénéfice de se retrouver aux urgences dans ce cadre-là. Par contre, se retrouver aux urgences parce qu'on est en état qui voit plus manifeste, c'est un dommage. Ou alors j'arrive pas à aller au cours le lendemain, ou alors je manque à des obligations professionnelles, familiales, sociales, scolaires, universitaires, etc. Je passe du temps à chercher le produit, à le consommer, à récupérer de ses effets. Pour autant, je n'ai pas forcément de dépendance. Et je ne vous ai pas pris l'exemple de l'alcool par hasard, c'est que la dépendance à l'alcool, elle est relativement rare. Vous voyez que puisque assez peu de gens ont un syndrome de sevrage lorsqu'ils ne consomment pas, dans les gens qui ont un problème avec l'alcool. Vous voyez que globalement, l'idée de l'addiction, c'est de s'intéresser au comportement et c'est de sortir de l'aspect complètement dichotomique qui est l'addiction serait une affaire de produits, de quantité de produits et une affaire de dépendance. Si on a cette définition-là, ben en fait, celui qui consomme le week-end et qui est alcoolisé tous les week-ends et qui se casse la figure, qui se casse le nez, qui se bat, qui se trouve aux urgences, etc., dit oui, mais moi je ne bois pas tous les jours, donc je peux arrêter quand je veux, donc je ne suis pas alcoolique. Et celui qui consomme de l'alcool tous les jours en quantité trop importante dit mais moi je suis jamais sous et regardez, je ne tombe pas. Et donc l'alcoolique, entre guillemets, si on a ces approches critériologiques, c'est toujours l'autre. Or, ce n'est pas la réalité des choses. Ça, dans la vraie vie, il y a un continuum entre, à une extrémité, celui qui a risque zéro. Si on prend l'exemple de l'alcool encore, j'en ai jamais consommé, je n'en consommerai jamais pour des raisons qui me sont propres. Et à l'autre extrême, quelqu'un qui a tous les dommages possibles et imaginables, physiques, psychiques, sociaux, professionnels, tout ce que vous voulez, liés à sa consommation d'alcool. Tout le monde, vous, moi, on se situe quelque part entre ces deux extrémités et on ne va pas se coucher un soir pas alcoolique pour se lever le lendemain alcoolique. Donc c'est cette définition-là qui est très ancrée dans la population française et qui postulerait du fait qu'on est alcoolique ou pas alcoolique. Ce n'est pas une réalité clinique en fait. Ça n'existe pas du tout et surtout ça a quand même une raison d'exister, enfin ça n'existe pas en vrai, mais ça a une raison, cette représentation d'exister, qui est que globalement, le système de soins en France, en addicto, pour l'alcool encore une fois, il a été construit autour d'un dogme qui est, quand on a un trouble de l'usage d'alcool, on doit arrêter jusqu'à ce que mort s'en suive. Si je suis alcoolique,
Quand on avait une approche critériologique, je dois arrêter de boire pour le restant de mes jours. Entendez aussi, si je ne suis pas alcoolique, je peux continuer à boire pour le restant de mes jours. La conséquence immédiate de ça, c'est que pendant des années en France, en fait, les demandes de soins, à votre avis, c'était qui? Les gens qui étaient prêts à se fixer un objectif de « je vais arrêter pour le reste de ma vie ». Majoritairement des gens avec des conséquences physiques graves, à qui on proposait l'arrêt complet et total de la consommation d'alcool. Alors déjà, l'aspect dogmatique n'est pas très, très sympa, parce que soit je peux continuer à boire jusqu'à ce que je meure, soit je dois arrêter de boire jusqu'à ce que je meure. Je vois une bonne perspective. Or, l'addictologie, qui est vraiment définie sur plutôt le comportement, c'est-à-dire ce qu'on fait du produit compte plus que la quantité, que le produit en lui-même, il doit prendre en compte ce continuum et déterminer les objectifs en fonction de leur faisabilité pour chacune des personnes. Alors, il y a des personnes qui ont besoin d'arrêter un certain temps, il y a des personnes qui ont besoin d'arrêter pour toujours, il y a des personnes qui ont besoin de réduire pour reprendre le contrôle, et ça c'est une analyse beaucoup plus fine, et surtout ça recouvre beaucoup mieux la réalité de ce que vivent les gens et de leur consommation. Comme vous allez être médecin bientôt, vos patients, encore aujourd'hui, ils sont imprégnés de cette culture dogmatique, là, et donc, ils pensent de vous que la seule chose qui est acceptable pour vous, c'est qu'ils arrêtent de boire. Si vous leur demandez ce qu'ils veulent faire avec leur consommation d'alcool, ils vous diront arrêter, non pas parce qu'ils s'en sentent capables, non pas parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'ils pensent que c'est la seule chose qui est acceptable pour vous. Quelle que soit leur situation. S'ils se retrouvent dans une situation où ils consultent pour le problème d'alcool. Alors, les gens consultent, et en vertu de ça, les gens consultent très peu fréquemment pour des problèmes d'alcool en France. Le treatment gap pour les problèmes d'alcool en France, c'est 92%. Vous avez déjà entendu parler de treatment gap? Non, le treatment gap, c'est l'écart entre le problème dans une société et le dimensionnement du dispositif de soins et d'accompagnement. C'est 92% pour l'alcool en Europe. C'est-à-dire que globalement, 8% des personnes qui ont un trouble de l'usage d'alcool ont des rendez-vous spécifiquement dédiés pour leur trouble de l'usage d'alcool. J'ai la prétention de penser qu'à Nancy, enfin un peu mieux que 8%, mais peut-être je suis ambitieux. Donc en gros, il y a quand même une majorité de personnes qui ne sont pas spécifiquement suivies pour ça. Ça ne veut pas dire que personne n'est au courant, ça ne veut pas dire que les proches ne s'en rendent pas compte, ça ne veut pas dire que le médecin traitant ne s'en rend pas compte, ça veut dire qu'il n'y a pas de rendez-vous, soit chez le médecin traitant, soit dans le circuit spécialisé, spécifiquement dédié à s'occuper du trouble de l'usage d'alcool. Le treatment gap, ça peut se réduire. Par exemple, moi, quand j'ai fait médecine, on nous expliquait que le treatment gap pour l'hypertension, c'était 80%. En gros, un hypertendu sur deux savait qu'il était hypertendu, un sur deux qui savait consulter pour ça, et un sur deux qui consultait pour ça était traité correctement, enfin il prenait correctement son traitement. On arrivait à 12,5% de gens correctement traités. En fait, il y a eu des mesures vis-à-vis de ça, parce que la mortalité cardiovasculaire était très importante. Donc les MAPA, la systématisation des contrôles tensionnels, des mesures d'amélioration de l'observance, c'est-à-dire des traitements, des combinaisons de traitements pour qu'on ait moins de cachets à prendre, etc. Et aujourd'hui, ce treatment gap pour l'hypertension artérielle, il est assez largement réduit. Il reste des inégalités sociales, des gens qui, quand on est socialement défavorisé, on accède moins au traitement. Pour l'alcool, le repérage ne se fait pas ou ne se fait pas bien en médecine, ou chez les professionnels de santé d'une manière générale. Vous savez comment on fait pour savoir si quelqu'un consomme de l'alcool? Comment vous feriez? Pardon? On lui demande. Oui, on lui demande, exactement. C'est la meilleure façon de savoir ce que quelqu'un consomme comme alcool, on lui demande. Ça marche beaucoup mieux que les bilans biologiques. Il y a des bilans biologiques plein les dossiers médicaux, avec des gamma GT dont on ne fait rien du tout, qui ne servent à rien, qui ne sont pas pertinents, alors qu'en fait, l'analyse la plus fine de la consommation d'alcool, cliniquement, c'est une analyse déclarative. Alors bien sûr, c'est pas bonjour, vous buvez quoi? C'est encore que vous êtes en consultation d'addictologie, quelqu'un vient vous voir, il vient vous voir pour ça, ouais, ça peut être ça peut être la première question après bonjour, hein, c'est pas un problème. On est là pour ça. Après, le médecin traitant, oui, c'est pas forcément évident. Surtout, les soignants ne posent pas la question parce qu'ils se disent « je ne vais pas savoir quoi faire de la réponse ». Et beaucoup de soignants sont encore dans cette approche dichotomique de « on est alcoolique, on n'est pas alcoolique », qui encore une fois n'a aucune pertinence. Et quand on est dans cette approche dichotomique, à votre avis, comment est-ce qu'on fait évoluer le seuil entre alcoolique et pas alcoolique?
Parce que comme en vrai c'est un continuum, bah, chaque personne met le seuil à un endroit. Là on est alcoolique, là on ne l'est pas. Bah, en fonction de ses propres consommations. C'est-à-dire que si on n'a pas cette notion, si on n'intègre pas cette notion de continuum, eh ben, en tant que professionnel de santé, on détermine les troubles de l'usage des autres en fonction de ses propres consos. C'est exactement ce qui se passe pour les professionnels, c'est-à-dire que c'est toujours l'autre en fait. Hein. C'est-à-dire si moi je suis médecin traitant et que je dépasse un peu les repères d'usage à faible risque, et que mon patient il dépasse les repères d'usage à faible risque, moi, je trouve que ça va. Mais je ne me le dis pas forcément consciemment, mais il faut sortir complètement de cette approche catégorielle. C'est valable pour l'alcool, mais c'est valable pour tout en fait. Hein. C'est valable pour toutes les addictions. Quand on a dit ça, le produit, en fait, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de déterminant dans l'addiction. Pour définir l'addiction sur le plan biopsychosocial, il faut considérer plusieurs aspects. Donc, bien sûr, il y a des aspects produits, je vais vous les détailler. Il y a des aspects produits, il y a des aspects individus et il y a des aspects environnementaux. Et c'est vraiment la rencontre entre des aspects individuels, des aspects environnementaux et des aspects liés aux produits qui font la genèse d'une addiction. Les aspects liés aux produits, on commence par ça, c'est les plus simples. Il y a deux variables essentielles pour un substrat de l'addiction, pour un comportement, enfin un type d'usage. Si on parle d'addiction au produit, pour un produit, son potentiel de toxicité et son potentiel addictogène. Qu'est-ce que vous connaissez avec un gros potentiel de toxicité comme produit? Le tabac, ouais. Un autre? L'alcool. L'alcool et le tabac, c'est les deux produits avec le plus gros potentiel de toxicité. Le potentiel de toxicité, c'est très simple. Un tube à essai, cellule humaine, on met le produit dedans, les cellules meurent. C'est un produit toxique. Les opiacés, l'héroïne est un produit très peu cytotoxique. L'héroïne, le nom médical, enfin le nom de la molécule, du principe actif, c'est diacétylmorphine. La morphine diacétylée, c'est un produit qui n'est pas tératogène, qui est peu cytotoxique. Si vous prenez un tube à essai, vous mettez des cellules humaines et de la diacétylmorphine, les cellules ralentissent leur fonctionnement, vous l'enlevez et les cellules reprennent leur fonctionnement normal. Ça ne pose pas beaucoup de soucis en fait. Vous voyez que si on considère que le potentiel de toxicité, bah, l'héroïne, c'est pas un problème. Voilà. Sauf que la morbimortalité associée à l'héroïne par rapport au nombre de consommateurs elle est quand même relativement importante. Il faut considérer aussi le potentiel addictogène. Là on parle que des facteurs produits. Produits à fort potentiel addictogène. Donc, fort potentiel, quand je dis addictogène, en fait, fort potentiel à faire de la dépendance. L'héroïne. Alors l'héroïne, une grande capacité à faire de la dépendance, effectivement. Peu toxique et peu tératogène. La molécule, hein, puisque dans le produit, il y a plus de 85% de d'autres produits à fort potentiel de dépendance. Là, c'est que les produits aussi. Non, les comportements, pas tout ce que vous voulez. Je dirais que les écrans, c'est quand même assez addictogène. Ouais, mais si on veut rentrer dans la définition de l'addiction, il y a la notion de perte de contrôle qu'on peut tout à fait retrouver avec des usages d'écran. Il y a les dommages. Donc, il faut qu'il y ait des dommages associés. On reviendra là-dessus, mais le temps passé sur les écrans, c'est-à-dire l'intensité du comportement d'un individu à l'autre, n'est pas du tout relié, mais alors pas du tout au même niveau de dommages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent beaucoup moins de temps que d'autres sur les écrans, qui pour autant ont plus de dommages sociaux, professionnels, qui ne remplissent pas leurs obligations, que d'autres qui vont y passer assez longtemps avec quelque chose, sans appauvrissement de la vie psychique. Le temps passé ne va pas tout résumer. Oui. Les jeux d'argent. Alors ça, lesquels? Le jeu de hasard et d'argent, mais dans lesquels vous mettriez en très addictogène? La roulette, pour ceux avec. Les machines à sous? Ouais. La roulette aussi, ouais. Pourquoi cela? Par rapport au loto, par exemple. Parce que l'auto peut gagner plus. Il faut attendre qu'il y ait le prochain. Exactement. Exactement. Pour être un bon produit ou un bon substrat d'usage addictogène, il faut que la cinétique soit rapide. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait, en fait, au début, au moins une illusion de contrôle. Si je prends un truc et que ça me fait un effet pendant une semaine, ben c'est moins addictogène que quelque chose que j'ai l'impression de pouvoir maîtriser. Je règle l'absence ou la présence de l'usage. Et donc, plus la séquence de jeu est rapide, plus c'est addictogène. Le loto, la pression a le temps de redescendre. Il faut attendre le tirage le lendemain, je ne sais pas quand.
les jeux qui sont en PMU, donc très rapides, comme le Rapido, là, ce truc avec un tirage tous les 2 minutes, là, ça c'est très addictogène. Les jeux à gratter, ça peut aussi. En ce moment, il y a la Coupe du Monde, les paris en ligne. Mais le micro-bet, c'est-à-dire les paris à l'échéance de 2 minutes, ça c'est très très addictogène. Il y avait une autre main levée, je crois. Du coup, c'était quoi la question de base? C'était qu'est-ce que vous mettriez dans les produits très addictogènes ou pas très addictogènes? Du coup, les benzodiazépines. Alors vous mettriez dans quoi les benzodiazépines? Les deux. Dans très addictogènes? Très addictogène aussi. Ouais, pas mal quand même. On va revenir dessus, mais oui, c'est assez addictogène. Le tabac surtout, en fait. Le tabac, c'est un produit extrêmement addictogène, et tellement addictogène qu'en fait, la dépendance peut s'installer alors qu'on a encore les effets aversifs des premières consommations. Parce que tous ceux qui ont déjà fumé savent que les premières cigarettes sont fortement désagréables. Il y a peu de plaisir d'origine chimique associé à la consommation. Il peut y avoir un plaisir social, c'est-à-dire je suis arrivé à me conformer aux codes sociaux du groupe auquel j'appartiens. Ça peut être agréable. Socialement, ça peut être agréable. Par contre, l'effet individuel du tabac, des premières cigarettes, c'est plutôt désagréable. Pourtant, la dépendance peut s'installer suffisamment fort et suffisamment vite pour que les consommations perdurent, alors que les premiers usages sont désagréables. C'est vrai pour l'héroïne aussi. Les premiers usages d'héroïne sont désagréables. Ça fait vomir, c'est émétisant, c'est dysphorisant, etc. Et ça accroche suffisamment fort pour que l'addiction puisse quand même s'installer. Ça, c'est vraiment des effets produits. Et puis, il y a un truc qui est un peu... Donc, un chapitre produit, un chapitre individu, un chapitre environnement. Il y a un truc qui est un peu entre le produit et l'environnement, c'est le statut social du produit. C'est une caractéristique du produit, mais ça dépend de l'environnement dans lequel on évolue. L'héroïne, on a dit, peu cytotoxique, mais très addictogène. Qu'est-ce qui fait qu'en France, il y a très peu d'usagers d'héroïne? C'est n'importe où, moi je peux en trouver en moins de 30 minutes, même ici. Son statut social est extrêmement défavorable. Prendre de l'héroïne, c'est pas majoritairement se conformer aux codes sociaux, de la société dans laquelle je vis, du monde auquel j'appartiens. Quand on prend de l'héroïne, c'est associé à un archétype de la toxicomanie, entre guillemets, le statut social est très défavorable. Le cannabis a le même statut légal que l'héroïne. C'est un stupéfiant illicite. Sauf qu'il n'a pas du tout le même statut social. Quand quelqu'un consomme du cannabis, il ou elle n'a pas l'impression de dire « je fais quelque chose qui me marginalise totalement ». C'est même parfois un peu l'inverse, c'est-à-dire je me conforme au code du groupe dans lequel je suis. J'évolue dans un groupe où l'usage est de consommer et que le jour tourne, j'en consomme, je me conforme aux codes sociaux du groupe. C'est un peu plus complexe que de dire je fais comme les autres. C'est plus élaboré que ça comme comportement, mais globalement, quand on regarde ce qui se passe lors des premiers usages de cannabis, et qu'on suit à 17 ans dans les enquêtes de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les jeunes qui consomment du cannabis, ils surestiment la proportion des jeunes qui en consomment. Les jeunes qui ne consomment pas, ils surestiment la proportion des jeunes qui ne consomment pas. Et puis il y a des individus qui évoluent entre plusieurs groupes, qui sont un peu hybrides comme ça, et qui ont une vision un peu, peut-être un peu plus proche de la réalité des taux d'expérimentation, mais globalement, le statut social des produits et l'acte de conformation, plus consommer le produit, plus l'expérimenter est un acte de conformation sociale, plus le niveau d'usage dans la population est grand. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce qu'il faut retenir que globalement, on pourrait être tenté de dire « Ah mais les gens ils prennent des produits parce qu'ils ne sont pas bien, les gens ils prennent des produits parce qu'ils sont tristes, les gens ils prennent des produits parce qu'ils ont une histoire de vie difficile. » Bien sûr, il y a des facteurs individuels, on va revenir dessus, mais dans la population générale, le niveau d'usage d'une substance, il est réglé par l'acceptabilité sociale de cette substance et la disponibilité de cette substance. C'est-à-dire, si je vis dans un environnement où il n'y en a pas, je ne consomme pas. Si vous allez vivre en Arabie Saoudite, il est peu probable que vous deveniez dépendant de l'alcool. Ensuite, mais il y a des gens qui ont une grosse vulnérabilité individuelle et quand même le font. Mais le niveau d'usage baisse beaucoup. Donc, deux choses qui règlent dans une société le niveau d'usage: le produit est dispo, facilement, rapidement, très, très vite, et deuxièmement, en consommer est socialement acceptable. Ça, c'est vraiment les effets produits et statut social, et un peu environnementaux. Ensuite, si on s'intéresse vraiment à l'environnement, on peut imaginer toutes les strates de l'environnement, c'est-à-dire on vit en Europe, on vit en France,
on appartient à une classe sociale, plus ou moins favorisée, plus ou moins défavorisée, un groupe d'amis et la famille. Donc différents cercles et toutes ces composantes environnementales vont jouer dans la genèse de l'addiction. Je vous parlais d'acceptabilité sociale de la conso, mais on peut même imaginer d'autres choses. On peut imaginer l'injonction sociale à la consommation. Est-ce qu'il y a des produits pour lesquels, à votre avis, il y a une injonction sociale à la consommation ? C'est-à-dire que jusqu'au message de prévention, qui devrait changer en France, les messages de prévention en France pour l'alcool, vous savez ce qui est écrit sur les pubs d'alcool. Ça, c'est les repères de santé publique France, c'est pas les pubs d'alcool. Les repères de santé publique France, c'est 2 verres par jour, plusieurs jours sans alcool par semaine. Ce sont des repères d'usage à faible risque, on va y revenir. Ce n'est pas des repères d'usage à 0 risque. C'est considéré comme un risque acceptable. Avec modération, Il y a un truc avant avec modération. Buvez avec modération ou consommez avec modération. Et le message, il est écrit comme ça. Buvez avec modération ou consommez avec modération. C'est pas écrit modérez votre consommation. C'est écrit buvez avec modération. Et aujourd'hui, les filières de production de boissons alcoolisées, les lobbies alcooliques en fait, ils jouent sur les repères d'usage à faible risque, que vous citiez de Santé publique France, pour faire croire que c'est des objectifs à atteindre. C'est des limites à pas dépasser, c'est pas des objectifs à atteindre. Mais eux jouent dessus sur il faut boire 2 verres par jour et pas tous les jours. Alors c'est des choses qui sont en train d'évoluer, mais tout doucement finalement quand même. Aujourd'hui, ce qu'on sait de manière scientifique et très très bien déterminée, c'est qu'il n'y a pas de consommation d'alcool qui soit bonne pour la santé. Ça, c'est, en fait, partout dans le monde, on le sait depuis très longtemps, sauf en France. Où en France, il y a un truc qui s'appelle la courbe Angie. Donc, courbe du risque alcool, avec le risque qui diminuerait pour des faibles consommations et qui augmenterait pour des fortes consommations. En fait, c'est lié à des vieilles études françaises qui, lorsqu'elles sont corrigées par rapport au recrutement des études, sont complètement invalidées. C'est-à-dire que globalement, ces études-là montraient une diminution du risque pour des faibles quantités d'alcool chez des gens qui buvaient. On disait, regardez, c'est le vin rouge qui diminue le risque, sauf qu'en fait, c'est des gens avec un meilleur niveau de vie, qui mangeaient 5 fruits et légumes par jour, qui avaient un meilleur niveau socio-économique, etc. Et puis on les comparait à des gens qui buvaient de plus grosses quantités dans le nord de la France de bière et qui mangeaient des frites. Et effectivement, et qui étaient socialement et économiquement plus défavorisés. Donc ce French paradoxe, c'était comme ça, sur seul en France, les faibles quantités d'alcool sont bonnes pour la santé, c'est totalement invalidé au plan scientifique. On sait que globalement, le risque augmente tout doucement pour les faibles quantités et qu'il augmente de plus en plus vite, c'est une courbe exponentielle, quand il y a des quantités plus importantes. Donc 0 risque, c'est 0 alcool, faible risque, pour un adulte en bonne santé, c'est 2 verres par jour, pas tous les jours. Mais vous voyez qu'en France, on a une injonction à consommer, et aujourd'hui, dire non merci suffit rarement dans une situation où on est exposé à de l'alcool. Vous savez, si vous refusez une consommation d'alcool et qu'il est attendu de vous que vous en consommiez, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Ouais, alors on va supposer des choses sur vous. Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous êtes enceinte, en général, ou pourquoi tu ne bois pas, tu es enceinte. Si vous n'êtes pas une femme en âge de procréer, si vous êtes une femme qui n'est pas en âge de procréer, ou si vous êtes un homme, on va vous dire t'as un problème avec l'alcool. Les gens qui n'ont pas envie de consommer de l'alcool ont un problème avec l'alcool. C'est la première idée qui vient, soit on est enceinte, soit on a un problème avec l'alcool. Et vous voyez, globalement, ces représentations-là sont extrêmement ancrées. Aujourd'hui, en France, la première idée qui vient, c'est pas j'ai pas envie. C'est pas non merci parce que je n'aime pas le goût. C'est pas. Si vous imaginez ça avec n'importe quelle autre situation, ça devient complètement aberrant. Dire pourquoi tu manges pas des escargots ? C'est vraiment, il y a une injonction à consommer de l'alcool et il y a une omniprésence aussi du marketing pour intéresser de nouveaux consommateurs. En fait, contrairement à l'industrie du tabac, c'est relativement simple parce que comme le tabac est très très addictogène, bon, les fumeurs meurent en moyenne 15 ans plus tôt, mais elle a juste besoin d'intéresser de nouveaux consommateurs. Une fois qu'ils sont accrochés, bon, il y a les augmentations de prix, ça les embête un peu, mais l'industrie du tabac, elle se bagarre pour que les prix augmentent tout doucement, pas par 1 euro. Ils préfèrent que ça augmente tout doucement parce qu'on s'adapte. Quand c'est tout doucement, c'est comme la grenouille dans l'eau chaude, on réduit ses loisirs petit à petit, alors que si on augmente le prix d'un coup,
il y a beaucoup de gens qui disent c'est trop pour moi, je vais dépenser mon argent dans autre chose, et qui se mettent à arrêter. Ça déclenche des vagues d'arrêt. Je sais pas si, je vais fermer la parenthèse sur le tabac, mais je ne sais pas si vous avez vu la publication hier du bulletin épidémiologique hebdomadaire. Donc là, le tabagisme se dénormalise beaucoup en France. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, c'était cool de fumer. Maintenant, un peu moins. Donc ça baisse pour à peu près toutes les catégories, sauf globalement une catégorie où le tabagisme est en croissance, là, c'est plutôt les femmes et plutôt les catégories sociales les moins favorisées. C'est-à-dire que globalement, le tabac est vraiment devenu un indicateur de classe sociale. Et c'est assez paradoxal, hein, parce que les gens on pourrait imaginer qu'ils ont le plus les moyens d'acheter du tabac sont en fait ceux qui prennent le plus soin d'eux et qui arrêtent le plus de fumer, alors que les gens qui ont le moins les moyens sont ceux qui continuent le plus à fumer. Et donc ça accroît en fait les inégalités sociales de santé. Je ferme la parenthèse sur le tabac. Pour l'alcool, donc qui est peu addictogène, c'est-à-dire que beaucoup de gens respectent les repères d'usage à faible risque, sont en dessous, et n'ont pas de tolérance, ils n'ont pas besoin d'augmenter les quantités pour avoir les mêmes effets, ils n'ont pas de syndrome de sevrage quand ils arrêtent. Donc, intéresser les consommateurs, ça ne marche pas pareil. Il faut les intéresser à une consommation régulière, puisqu'on ne les a pas forcément, on en accroche, si je suis industriel de l'alcool, j'en accroche physiquement très peu. Maintenant, on peut dire, avec un discours comme ça, ouais, mais ils diabolisent les vignerons, en fait. Ils diabolisent les artisans, ils diabolisent les agriculteurs, etc. Moi, je parle vraiment, je ne vise personne, je parle vraiment d'une filière dans son ensemble, mais pour avoir une vision un peu d'ensemble des choses, il faut aussi regarder comment sont distribuées les consommations d'alcool dans la population. Et en fait, elles répondent très très bien à un principe économique qui s'appelle le principe de Pareto. Le principe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, le principe de Pareto, c'est un principe économique qui explique que 20% des causes produisent 80% des effets, et à l'inverse, 80% des causes vont produire 20% des effets. C'est valable dans plein de trucs, de choses en économie. Et en gros, on dit qu'il faut dépenser de l'énergie là où ça produire 80% des efforts pour 20% des résultats, c'est pas efficient. Ça s'applique très très bien aux ventes d'alcool, aux recettes fiscales d'alcool en France. C'est-à-dire que 80% de l'alcool vendu en France est consommé par à peu près 20% des consommateurs d'alcool. Alors c'est valable en France d'une manière générale, mais c'est valable dans une soirée médecine. Et c'est valable dans un repas de famille aussi. C'est-à-dire que globalement, dans une bouteille, il y a 7 verres. La plupart du temps, il y a 5 verres consommés par une personne dans la bouteille et 1 ou 2 consommés par l'autre. Et c'est presque toujours comme ça que ça se passe. La distribution dans des ventes d'alcool est très inhomogène. Si je suis les filières de production de boissons alcoolisées, sur qui je mise ? Sur ce qui fait 80% de mon chiffre d'affaires. Une industrie a beau aller très très bien, si vous lui enlevez 80% de son chiffre d'affaires, elle meurt. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, les industriels de l'alcool, ils ont besoin du mésusage. Ils en ont besoin, parce que ça n'est que... Et ils axent beaucoup en disant, mais regardez, 80% des Français respectent les repères d'usage à faible risque. Oui, mais si on vous enlève les 20% qui ne les respectent pas, on vous enlève 80% de votre chiffre d'affaires. Donc vous coulez. Donc aujourd'hui, ils en ont besoin. Il y a des mesures de santé publique. J'étais ce matin à Paris pour parler de prévention santé dans le cadre du Conseil national de la refondation. Il y a quelque chose qu'on n'a toujours pas mis en place en France et qui pourrait être un levier intéressant pour ça, c'est le prix minimum de l'unité d'alcool. Le prix minimum de l'unité d'alcool, alors ça peut être plein de mesures différentes, mais le prix minimum de l'unité d'alcool fixé autour de quelques dizaines de centimes, très probablement. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en sevrage des gens qui sont très précarisés, etc. Mais en fait, ça réduit très largement les consommations des 20% qui sont comme ça. Aujourd'hui, vous savez à peu près combien on trouve une unité d'alcool. Donc c'est un verre standard, 10 grammes d'alcool pur, moins de 20 centimes. Si vous achetez une grande bière forte, canette de 50 centilitres à 10 degrés, donc qui contient 4 unités d'alcool et qui coûte 70 centimes, en fait il y a 4 verres dedans. Donc aujourd'hui le prix moyen de l'unité d'alcool n'est pas fixé et il peut être très très bas. Et puis la fiscalité est très inégale. C'est-à-dire que
l'essentiel des recettes fiscales de l'État sur les ventes d'alcool proviennent des ventes de spiritueux, plutôt d'alcool fort. Le vin est très très peu taxé en fait. Et donc, si à un moment je veux dire mes users, les augmentations de fiscalité impactent beaucoup moins le vin. Parce que c'est terroir, parce que c'est culturel, etc. Aujourd'hui, alors bien sûr, le prix minimum, c'est une chose. Vous verriez d'autres choses qui aident comme ça à faire de la prévention à l'alcool. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de la prévention? Et après, je retourne à mon schéma. Essayer de changer les normes directement. Essayer directement de changer une norme sociale. Ouais, alors oui, mais c'est pas facile à faire ça. Ouais. Mais je suis d'accord, ça s'appelle la dénormalisation. C'est ce qui s'est passé pour le tabac a été dénormalisé. Moi, quand j'avais votre âge, on avait le droit de fumer dans les restaurants. On avait le droit de fumer dans les restaurants, c'était horrible, parce qu'il y avait un coin fumeur partout. Maintenant, je dis que c'est horrible, mais quand il n'y avait pas de cendrier sur la table, les gens éteignaient dans le verre, ils mettaient un petit peu d'eau et ils mettaient la cigarette dedans, ou ils l'éteignaient dans le dessert, c'était signe qu'il n'était pas bon, dans le tiramisu. Et ça semblerait horrible aujourd'hui, parce que c'est complètement dénormalisé. Fumer dans la voiture, les fenêtres fermées, c'est complètement dénormalisé. Il y a eu un travail de dénormalisation qui a été fait, mais ça prend assez longtemps. Mais ça fait partie, effectivement. Il y a repoussé l'âge des premières consommations. Plus les premières consommations sont jeunes, plus le risque de troubles de l'usage pour l'alcool, plus le risque de dépendance sévère pour le tabac est grand, finalement. On pourrait imaginer le contraire pour l'alcool, on pourrait dire, même pour le tabac d'ailleurs, à un moment ça a peu été essayé, c'est-à-dire, c'est pas des enquêtes, mais par des parents. C'est-à-dire, moi, mon fils, pour pas qu'il fume, je vais le forcer à fumer une clope à 12 ans pour qu'il soit malade, comme ça il fumera pas. Ça va à l'encontre même de la définition d'une addiction, parce que la définition d'une addiction, c'est je poursuis le comportement en dépit de la connaissance ou de l'existence de ses conséquences négatives. Donc si être dégoûté suffisait, il n'y aurait pas d'addiction. Parce qu'en fait, les gens arrêteraient quand ils ont des conséquences négatives. Ça ne marche pas. Pour l'alcool, ça a été essayé plus sérieusement avec des protocoles, on va dire, d'éducation, des enquêtes d'éducation au bien boire. C'est-à-dire on va initier les ados à l'œnologie, etc. Ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'un adolescent initié à l'œnologie, il ne boit pas mieux, il boit plus. En gros, parce que c'est inhérent au fonctionnement de l'adolescence, qui, je vous rappelle, sur le plan de la maturation cérébrale, dure très très longtemps. Vous êtes encore sur l'âge de la maturation cérébrale, c'est au moins 25 ans, la fin de maturation. Et ces choses-là sont importantes parce que on sait que maintenant que les effets des produits sur un cerveau qui n'a pas terminé sa maturation, ils sont un peu plus sévères en termes de perte de capacité d'acquisition, etc. Notamment les épisodes de binge drinking. Je ferme ces choses-là, on a parlé des produits, on a parlé de l'environnement. Donc l'environnement, ça peut être la société qui a une évolution à boire, ça peut être le milieu socio-économique. Si je vis dans un milieu plus défavorisé, il y a plus d'usagers de tabac que si je vis dans un milieu favorisé. Ça peut être le groupe de perte, je fais partie d'un groupe qui consomme du cannabis. C'est un acte de conformation sociale que de consommer du cannabis. Mais là, je vous parle aussi dans l'environnement, essentiellement de choses un peu, enfin, on va dire, c'est un volet un peu négatif. Il ne faut pas enlever là-dedans les aspects, notamment pour les usages d'alcool, en fait, les aspects de plaisir. Qui, dans un certain nombre de cas, va maintenir les usages d'alcool et faire que les usages problématiques se développent, c'est que les premiers usages d'alcool sont associés à des souvenirs qui peuvent sembler un peu fondateurs. Alors, on rappellera peut-être des souvenirs, mais dans les enquêtes de l'OFDT, les jeunes décrivent, quand on leur demande de décrire leur première expérimentation d'alcool, alors je ne parle pas de l'expérimentation familiale, 11 ans, l'âge moyen en Lorraine, majoritairement vin mousseux, hein, mais c'est vrai, ou alcool locaux, Mirabelle, etc. C'est juste pour goûter. 11 ans, âge d'expérimentation moyen, et ensuite l'expérimentation entre pairs. Il s'avère que pour un certain nombre de jeunes, en fait, l'alcool a produit un effet, un des effets normaux de l'alcool, c'est la désinhibition psychique, physique.
Et globalement, les premières expérimentations d'alcool sont associées pour un certain nombre de jeunes à des choses un peu fondatrices, c'est-à-dire en gros, je fais ça un peu caricatural, pas forcément comme ça, mais en gros, on avait consommé, on était désinhibés dans le groupe, on s'est dit des choses qu'on ne se serait pas dit si on n'avait pas consommé de l'alcool, et ça a soudé le fonctionnement du groupe, parce qu'en fait, on a échangé des secrets, entre guillemets. Ces expérimentations-là, chez beaucoup de jeunes, elles sont associées ensuite à une représentation mentale erronée qui est, ça se transforme en l'alcool fabrique ça. L'alcool fabrique la convivialité. C'est comme le cannabis fabrique la créativité végétale. Et ça ne marche pas, hein. Ça ne fabrique pas ces choses-là, mais ça se transforme en une représentation mentale erronée. En fait, on fait un lien de cause à effet. C'est l'alcool qui a créé la convivialité. Oui. Mais après, ça peut totalement évoluer, du coup, parce que ça va être quand même la créativité. J'y viens. J'y viens. C'est associé, mais associé, ça ne veut pas dire forcément cause à effet. Ça, dans un certain setting, la désinhibition a fait globalement que des choses se sont passées, que ça a été vécu différemment. Maintenant, pour dire que l'alcool crée de la convivialité, il faudrait faire différents groupes. Il faudrait prendre des gens qui s'aiment bien et leur faire boire de l'alcool, des gens qui s'aiment bien sans alcool, des gens qui s'aiment pas sans alcool, des gens qui s'aiment pas avec alcool. Et en fait, ça existe à grande échelle. On peut tout à fait voir. Ça s'appelle les gens qui s'aiment pas et on met de l'alcool, ça s'appelle un match de foot. C'est les supporters. Vous les mettez côte à côte avec un grillage, ils boivent de l'alcool. Plus il y a de l'alcool, plus ils se battent. Ça ne crée pas de convivialité. L'alcool n'a pas la capacité intrinsèque de créer de la convivialité. Quand vous prenez des gens qui s'aiment bien et qui ont de l'alcool, je suis d'accord, il se passe des choses différentes des fois. Mais quand vous prenez des gens qui s'aiment bien et qu'il n'y a pas d'alcool, il ne passe pas une mauvaise soirée. Elle est différente. C'est-à-dire que peut-être sur certaines choses, il y a plus de réserve. Les gens ne restent pas la même durée dans la soirée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui changent de soirée parce qu'il n'y a pas d'alcool. Il y a aussi des gens qui restent plus longtemps. D'habitude, ils partaient, parce qu'ils partaient quand tous les autres étaient alcoolisés, ou trop alcoolisés, ou plus alcoolisés, etc. Donc bien sûr que ça change des choses, mais c'est pas un lien de cause à effet. En fait, on peut imaginer que plutôt dans l'autre sens. C'est la convivialité qui crée la consommation d'alcool. Plus les gens se disent on va passer une bonne soirée ensemble, plus ils ont l'impression que c'est parce qu'il y a de l'alcool qu'ils vont passer une bonne soirée ensemble. Si on devait faire un lien de cause à effet, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais encore une fois, c'est parfois ces événements un peu fondateurs de dynamique de groupe sous l'emprise de l'alcool. Pour en revenir aux trois aspects, c'est-à-dire environnement, produit, individu, le troisième pilier, c'est l'individu, et on n'est pas égaux devant les effets des produits, à tous les étages. C'est-à-dire que génétiquement, on n'est pas égaux dans l'effet des produits. Par exemple, si je suis japonais, il y a de forts risques, ou asiatiques même, il y a de forts risques d'origine asiatique, que j'ai un équipement enzymatique qui soit inactif ou partiellement inactif. Ça existe aussi chez les caucasiens, mais c'est une plus petite proportion. C'est-à-dire que, vous savez, je ne sais pas si ça vous avez fait en cours, mais quand on ingère de l'alcool, on a l'alcool déshydrogénase, c'est l'aldéhyde déshydrogénase. En gros, une grande partie des populations asiatiques ont une aldéhyde déshydrogénase partiellement ou totalement inactive. Si vous êtes caucasienne, surtout que vous avez ça, en général, c'est ce qu'on dit. Ah, je suis allergique au sulfite. Je deviens tout rouge quand je consomme de l'alcool. En général, ce n'est pas une allergie au sulfite, c'est une aldéhyde déshydrogénase partiellement inactive ou totalement. Ben, on peut imaginer que sur le plan génétique, ben, c'est un facteur de protection. En fait, pour certaines choses. Par exemple, c'est un facteur de protection de la cirrhose. Pourquoi ? Parce que pour avoir une cirrhose, il faut boire beaucoup d'alcool pendant beaucoup d'années. Enfin, ça dépend des gens aussi, mais une quantité suffisante pendant suffisamment longtemps. Donc si au premier verre, je suis tout rouge, que j'ai un flush, une chaleur qui m'envahit, etc., et c'est pas forcément très agréable d'ailleurs, ben, il est peu probable que j'ai moins de risque de cirrhose que quelqu'un qui élimine très vite l'alcool, qui le métabolise beaucoup plus efficacement. Par contre, vous voyez que globalement, le risque, il s'envisage de manière beaucoup plus complexe parce que ça ne m'empêche absolument pas d'être désinhibé, de faire des choses que je n'aurais pas voulu faire, de me montrer comme je n'aurais pas voulu qu'on me voie, de tomber, de me retrouver au poste, de me retrouver aux urgences, etc. Donc il faut envisager plusieurs
niveau de risque ou de protection au plan génétique. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein, comme ça, de facteurs de vulnérabilité génétique. Ensuite, il y a des facteurs de vulnérabilité ou de protection biologique. C'est-à-dire que globalement, notamment entre hommes et femmes, par exemple, la taille de la muqueuse gastrique n'est pas la même, et la manière de métaboliser l'alcool n'est pas forcément la même. Si j'ai un volume de distribution qui est 2 fois celui d'un collègue, effectivement, l'effet ne sera pas le même. Entre 130 kg et 50 kg, c'est pas la même chose. Mais on peut faire 130 kg et avoir une aldéhyde déshydrogénase partiellement négative. Ça marche aussi, ça fait juste plus de bruit quand on tombe. Ensuite, il peut y avoir des facteurs de vulnérabilité ou de protection psychique. Et quand je dis psychique, je ne parle pas de maladie mentale, soit structurelle, c'est-à-dire ma personnalité. En gros, j'ai une personnalité plutôt anxieuse, en gros, j'ai une personnalité plutôt, je sais pas, anostastique, obsessionnelle, ou je suis plutôt extraverti. Ça, c'est vraiment la manière dont je fonctionne la plupart du temps. Tout le monde n'est pas égal devant les effets de l'alcool vis-à-vis de ça. Alors, vous connaissez tous et toutes quelqu'un qui a une personnalité plutôt anxieuse et qui, dans un contexte particulier de consommation d'alcool, va dire non, je ne vais pas faire médecine, c'est nul, si on a vie, elle est nulle, etc. Et en fait, la différence entre un épisode dépressif et cette situation-là, c'est que globalement, ça disparaît avec l'alcool. Et ça, c'est pas une maladie mentale. C'est juste, globalement, la réaction entre un effet désinhibant et une structure de personnalité. Et après, on peut avoir aussi des éléments psychiques contextuels. C'est-à-dire, indépendamment de ma personnalité, à un moment, je consomme de l'alcool et je suis triste. Ou à un moment, je consomme de l'alcool et je suis très joyeux. Et ça ne produira pas le même effet. Il y a des facteurs de vulnérabilité ou de protection qui sont différents. Pour autant, l'alcool est très lié à la dépression. Il se passe encore à l'étage au-dessus, donc génétique, biologique, psychique. On peut imaginer des facteurs de vulnérabilité psychiatrique. Alors quand je dis psychiatrique, c'est pas forcément une schizophrénie ou un trouble bipolaire, même si c'est très concerné par les troubles de l'usage d'une manière générale de produits. Mais l'épisode dépressif, plus de 20% des gens dans leur vie vont faire un épisode dépressif à un moment. Globalement, augmente le risque que ma consommation d'alcool, ou que je reconsomme du tabac, ou que j'augmente ma consommation, ou que je commence à fumer même, ou que ma consommation d'alcool devienne problématique. Avant, on apprenait en médecine globalement que l'alcool mimait la dépression. Vous avez un problème d'alcool, donc ça mime la dépression. Donc, vous allez arrêter de boire, on va voir ce qui se passe. Et puis après, donc au bout de 2 semaines, en fait, si ça va mieux, c'est que vous n'étiez pas déprimé. Alors, ce n'était pas une mauvaise méthode en soi, sauf que globalement, en faisant comme ça, la médecine passait à côté des épisodes dépressifs. Parce que ça va peut-être aller mieux que l'alcool, on se revoit dans 2 semaines, et donc qu'est-ce qui se passait s'il y avait un épisode dépressif? On a arrêté l'alcool, les gens sortent, ils reboivent. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui va mieux, ils consomment de l'alcool. Il faut imaginer une chose exactement à l'inverse. Quand quelqu'un a des symptômes dépressifs et consomme de l'alcool, cette personne a une dépression jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas pu prouver que c'était l'alcool, c'est une dépression. Ça ne veut pas dire qu'on se jette sur le traitement de la dépression, ça ne veut pas dire qu'on se jette sur les antidépresseurs, parce que c'est jamais une urgence à les instaurer. Mais cette façon de penser les choses évite de passer à côté du diagnostic. Donc vraiment, retenez simplement des facteurs contextuels, environnementaux, des facteurs liés au produit, des facteurs liés à l'individu, et c'est la rencontre des 3 qui va déterminer la manière dont s'installe l'addiction. Il est 7h20, je propose qu'on passe à des échanges sur des thématiques qui vous intéressent en particulier, donc soit par comportement, soit par produit. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? L'indépendance, c'est l'addiction, donc l'indépendance, c'est plus le produit, c'est plus des drogues, alors que les addictions, c'est plus large. Les addictions, c'est la perte de contrôle. Je continue malgré les conséquences négatives, il y en a plus ou moins de conséquences négatives. La dépendance, c'est un syndrome de dysfonctionnement neurobiologique, que je peux avoir hors addiction, parce que je
je reviens sur la définition que je vous avais donnée, si j'ai un cancer et que j'ai des opiacés pour traiter mon cancer, il est très probable que, en fait, si on les arrête, ma qualité de vie va diminuer. Je vais avoir des dommages, je vais avoir des douleurs, je vais plus pouvoir aller travailler, je vais plus pouvoir aller à la fac, etc. Donc en fait, je vais avoir des dommages que je n'avais même pas avec le produit. C'est à peu près l'inverse d'une addiction même, globalement. L'addiction, j'ai des dommages en lien avec la consommation. La pharmacodépendance, je peux être pharmacodépendant alors que ça reste thérapeutique, entre guillemets. On t'a dit que tu as des substances, mais aussi on dit que tu as des comportements. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait, je ne vois pas la différence entre une addiction et juste des compulsions? Alors, il y a des addictions comportementales, donc des addictions sans produit. Pendant très longtemps, l'addiction, dans l'histoire de l'humanité, je ne vais pas tout voilà, on va pas faire des cours d'histoire, mais ça n'existait pas jusqu'à 1850. L'addiction, c'était, d'ailleurs pour l'école ça s'appelait l'ivrognerie, c'était associé à une décadence un peu sympa comme ça. Enfin, vous allez au musée des Beaux-Arts à Nancy, il y a les tableaux de Bacchus avec des boucles, des grappes de raisin, etc. C'était un truc décadent et pas vécu comme désagréable. Et puis ensuite, la maladie alcoolique, il y a une définition de la maladie alcoolique par Magnusius en 1848, et donc ça reste une faute morale, et ça devient, et se développe à partir de là un concept de maladie chronique. Ensuite, la médecine et la science mettent leur nez là-dedans, et globalement, on prouve de plus en plus, avec ce modèle de maladie chronique, qu'il y a des dysfonctionnements cérébraux dans l'addiction. En fait, on fait des IRM fonctionnels au 18 FDG, donc un sucre marqué qui est un petit marqueur radioactif, et puis on voit qu'il y a des dysfonctionnements cérébraux. C'est même comparé dans des grosses publications de Nature à l'infarctus, où on regarde un cœur sain, un cœur avec un infarctus, un cerveau sain, un cerveau avec addiction, pour bien montrer, ça titre en gros Addiction is a Brain Disease, addiction est une maladie du cerveau. Et ça, on le retrouve dans des addictions comportementales aussi. C'est-à-dire que globalement, chez les joueurs pathologiques, on arrive à prouver qu'il y a un dysfonctionnement neurobiologique. Mais ce modèle, il a ses limites. Parce que le dysfonctionnement neurobiologique, dans les troubles de l'usage sans dépendance, il est moins marqué. Et puis, je peux faire un parallèle avec la lombalgie. Si on s'intéresse à la lombalgie, j'ai mal au bas du dos, et qu'on se met à faire des scanners rachidiens à tout le monde. On va trouver des hernies discales chez des gens qui ne se lèvent pas, et on va trouver parfois pas grand-chose ou rien chez des gens qui ont très mal au dos. Ce modèle vraiment neurobiologique ne doit pas tout résumer, et aujourd'hui l'idée c'est plutôt de considérer le modèle biopsychosocial vraiment au sens large, et en considérant ce modèle biopsychosocial, même si la recherche sur le cerveau ça continue, c'est très intéressant, c'est des cibles thérapeutiques de médicaments, mais ce modèle biopsychosocial il s'adapte très très bien aux addictions comportementales en fait. Ça ne veut pas dire que les addictions comportementales, pour certaines, il ne peut pas y avoir des cibles thérapeutiques pharmacaux avec des médicaments, mais il y a tout un tas de choses qui sont un peu frontières dans les addictions comportementales. Typiquement, si on parle des comportements alimentaires, l'addiction c'est une pathologie de la perte de contrôle. Je perds le contrôle. Si je suis anorexique, mental, de type privatif pur, c'est-à-dire je réduis mon alimentation, ou bigorexique, j'ai un culte de l'exercice physique et je ne mange qu'en récompense à l'exercice physique, et j'ai une addiction à l'exercice physique, conceptuellement on est un peu limite parce que dans l'anorexie mentale privative pure, mon problème c'est plus le contrôle que la perte de contrôle. Par contre, si on parle de binge eating disorder ou de boulimie, oui, on se rapproche beaucoup plus de la perte de contrôle et donc du cadre conceptuel des addictions. Et chez quelqu'un qui est en top, par exemple, on peut avoir l'addiction? Non, parce que le cadre nosographique est différent globalement quand même. Puisqu'en fait, dans les troubles obsessionnels compulsifs,
ça s'associe quand même à la répétition du comportement, s'associe à la crainte que quelque chose n'arrive si on ne le fait pas. Alors dans l'addiction, on a plutôt la crainte que quelque chose arrive quand on le fait. Quand on a un usage répété d'alcool et qu'on consomme plus que prévu, la peur, c'est pas il va m'arriver quelque chose de grave si je bois pas beaucoup d'alcool, c'est plutôt il va m'arriver quelque chose de grave à force que je bois beaucoup d'alcool. Est-ce qu'on sait pourquoi les étudiants en médecine ils boivent beaucoup d'alcool et souvent d'alcool? Est-ce qu'il y a un facteur en particulier? Alors, les étudiants, vous avez raison, les étudiants, vous avez raison, les étudiants en santé ne sont pas du tout épargnés. Alors, on peut en discuter comme ça de manière assez libre. Moi, quand j'ai fait médecine, il y avait encore une certaine forme d'endogamie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y avait une proportion de gens qui venaient de familles où il y avait des professionnels de santé et des médecins qui étaient supérieurs à la population générale. Ce qui est quelque chose qui s'est un peu effacé au fil du temps et c'est très heureux. Aujourd'hui, une promotion, c'est un peu plus le reflet sociétal. Je dis ça pourquoi? Parce que globalement, il y a un prisme des inégalités sociales dans les troubles de l'usage, même si l'alcool est distribué de manière assez homogène quand même. Dans les classes, le trouble de l'usage d'alcool est distribué de manière assez homogène dans les classes sociales, ce qui est beaucoup moins le cas pour le tabac, très clairement, comme je le disais. Ensuite, il y a quelque chose qui se transmet très probablement proche en proche, puisque là on ne va pas parler de vulnérabilité individuelle, c'est-à-dire que ça n'aurait pas de sens que de dire, en fait, génétiquement les étudiants en médecine, il y a un déterminisme génétique et d'interaction jeune-environnement qui va les amener à être professionnels de santé. Bon, on peut y réfléchir très largement, on ne fait pas médecine totalement par hasard. Okay. Mais il y a surtout une composante environnementale très forte, qui est globalement l'étudiant en médecine, il se conforme au code d'appartenance à ce qu'est être un carabin. Le CRIT, les week-ends d'intégration, ça existe encore? Ouais. Les week-ends d'intégration, donc le WAY, le week-end de désintégration. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça aussi. Il ne sert pas à s'intégrer, mais à se désintégrer, ça dit carrément. Donc, bien sûr. Et puis après, il y a tout un tas de codes auxquels il est convenu de se plier. Je pense que la composante environnementale est assez déterminante. Après, les étudiants en santé ne sont pas les seuls, clairement. Il y a d'autres classes en sciences et techniques, notamment, ou de consommation. C'est caricatural, on dit comme ça en architecte, il y a beaucoup d'économies. La composante environnementale, comme en population générale, est déterminante. Oui, alors, plusieurs mots. Allez-y dans l'ordre que vous voulez. Vous allez comment on accompagne un patient ou un proche qui a une addiction? Alors on n'accompagne pas un patient comme un proche, parce que déjà, en termes de positionnement, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que la question de la symétrie relationnelle n'est pas la même. La différence entre l'accompagnement d'un patient et l'accompagnement d'un proche, c'est que dans l'accompagnement d'un patient, il y a une asymétrie relationnelle. Le sujet de discussion, c'est le patient. Et tout l'espace est dédié au patient. Il n'y a pas d'espace pour vous, en tant que professionnel, dans un espace thérapeutique. On n'est pas là pour raconter ces petits problèmes. L'espace, il est dédié au patient. Pour un proche, c'est différent. La relation est plus symétrique. En France, puisque si on pourrait appeler ça, comment je fais des premiers secours en addictologie, en fait. Et en France, avec les premiers secours, on est très français, finalement. C'est-à-dire, un Américain qui est bon dans son domaine, quel qu'il soit, un scientifique américain qui est bon dans ce domaine, il va vous dire « mais je suis le meilleur, c'est moi qui fais ça je sais faire, là-dessus je suis très fort, etc. I'm the greatest ». Un Français, vous prenez un Français qui est hyper bon dans son domaine, qui est une référence mondiale, il va dire « oh, vous savez, moi je fais juste mon boulot, puis c'est un travail d'équipe, etc. » Et globalement, ça se ressent beaucoup dans les premiers secours. Si vous tombez aux États-Unis et que vous n'êtes pas inconscient, on va vous masser. Tout le monde sait masser, et c'est très très bien, ça sauve plein de vies. En France,
il va y avoir une forme de retenue qui, dans les premiers secours d'une manière générale, qui est, on a appelé les pompiers, la personne a un arrêt cardio-respiratoire, les pompiers arrivent, la personne est décédée, c'est 10 minutes, et puis on dit, on ne voulait pas faire de bêtises. Pas sûr. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme bêtise? La seule bêtise qu'on peut faire, c'est ne rien faire. Et en fait, c'est un peu ça aussi pour les premiers secours, entre guillemets, en addictologie. La seule bêtise qu'on peut faire, c'est regarder ailleurs et ne rien faire. Alors bien sûr qu'on peut avoir des comportements plus ou moins adaptés. Les comportements jugeants ne marchent pas très bien. Dire aux gens « tu bois trop », ça ne marche pas très bien dans les couples, ça ne marche pas très bien avec les amis, ça ne marche pas très bien avec les parents, ça marche pas... faire d'une manière générale la prévention qui consiste à faire la liste, l'inventaire des conséquences négatives ne fonctionne pas très bien. Par contre, dire ce que vous ressentez en tant que proche est quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est pas quelque chose qui concerne en fait, c'est pas quelque chose qui dit quelque chose de l'autre, ça dit quelque chose de vous. C'est-à-dire dire tu es inquiétant ou dire je suis inquiet pour toi, c'est la même chose. Et globalement, quand vous dites quelque chose de votre ressenti, ben, ça n'est pas, c'est pas négociable. C'est votre ressenti, c'est votre ressenti. D'ailleurs, peut-être que vous vous trompez, peut-être pas, mais c'est votre ressenti que vous donnez. Globalement, il faut retenir aussi, parce qu'il faut avoir des éléments quand même de repère, qui sont par exemple que si on s'intéresse à, vous savez, le copain ou la copine qui passe toujours aux urgences. Et qui évidemment va toujours dire pas de chance. Voilà. J'ai été sous dans la rue, pas de chance, il y avait les flics. J'ai pris un vélo, pas de chance, j'étais bourré, pas de chance, il y avait un trou sur la route, je suis tombé. Donc tous ces motifs qui fait qu'on se retrouve aux urgences, quand on fait une cohorte et qu'on regarde les gens qui passent aux urgences en état d'alcoolisation ponctuelle importante, on retrouve quasi systématiquement une addiction. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas aux urgences par hasard. Et je vous invite à regarder autour de vous, les gens qui se retrouvent aux urgences en lien avec une consommation de substances, ils ont un problème avec la consommation de substances. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Il y a des gens, voilà, le premier joint de leur vie, vont se faire attraper par la police. Ça arrive. Mais ce n'est pas tout à fait fréquent. Et se retrouver aux urgences, c'est un dommage caractérisé, et c'est quelque chose qui doit alerter, globalement. Mais voilà, vraiment, pas aller beaucoup plus loin. La première étape, c'est de dire plutôt des choses de ce qu'on ressent que de postuler du ressenti de l'autre. Oui. Je voulais juste revenir quand vous parliez des deux facteurs qui impliquent un peu la prise d'un produit qui est du coup la disponibilité et l'accessibilité sociale. Du coup, dans la disponibilité, est-ce que vous prenez en compte le fait, par exemple, on habite dans un coin assez éloigné où c'est plus difficile de s'en procurer, ou est-ce qu'on ne prendrait pas aussi en compte le prix, parce qu'on n'en a pas trop parlé, et je trouve que c'est sûr que par exemple l'économie, donc c'est plus associé à du coup quelque chose de socialement moins moral, enfin moins respecté, parce que du coup juste la prise d'un joint, mais après le prix d'un joint et le prix d'un gramme d'héroïne ou de cocaïne, c'est pas le même aussi du coup. Bah si, le prix d'un gramme de cocaïne et du cannabis, c'est le même. Ah ouais. La cocaïne, non. Mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Bien sûr que dans la disponibilité et l'accessibilité, c'est pas juste. Il y en a à côté. C'est est-ce que, avec peut-être toute la complexité que ça peut avoir, comment je le trouve facilement à toute heure du jour et de la nuit. Si vous allez en Islande, pour acheter de l'alcool, il faut aller dans une boutique d'alcool. Il n'y a pas d'alcool dans les supermarchés, il n'y a pas d'alcool dans les stations essence. En France, jusqu'à il y a quelques années, on vendait de l'alcool réfrigéré dans les stations essence. Ça, c'est un endroit où on va en voiture avec sa voiture, et on peut acheter de l'alcool, parce que c'est des stations essence quand même, et on peut acheter de l'alcool réfrigéré, c'est-à-dire qu'il est froid pour le boire tout de suite. C'est un non-sens total. Donc, en termes de réduction des risques et des dommages. Donc il faut prendre plein de choses en compte, et bien sûr que le prix joue, mais les marchands, que ce soit licite ou illicite, ils s'adaptent. Donc il y a deux façons de faire. Soit globalement, pour les produits licites, quand le prix est réglementé un minimum, il y a les marques distributeurs, il y a toujours des trucs moins chers, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit moins cher ? Quand on ne peut pas descendre
Quand on est réglementé, c'est-à-dire alcool, tabac, et on ne peut pas descendre en dessous d'un certain prix parce qu'il y a des taxes, des impôts, c'est légal. Donc ils peuvent pas. Si je vends un produit illicite, je peux réduire ma marge. Je ne paye pas d'impôts, il n'y a que la vente à 0 € qui ne m'apporte rien. 1 € c'est 1 € dans ma poche. Si je vends de l'héroïne, 1 € c'est 1 € dans ma poche. Je ne vais pas payer l'URSSAF dessus, je ne sais pas quoi. Donc, comment ils font les vendeurs de produits licites pour que ce soit accessible? Ben, on réduit l'unité de vente. C'est-à-dire qu'on fait des bouteilles de 20 centilitres d'alcool, des flashs, des mignonnettes. Et ça, globalement, ça va rendre plus accessible, parce que, évidemment, vous avez tous vu dans les supérettes déjà les bouteilles de 20 centilitres d'alcool, les petites bouteilles plates, qui sont faites pour cuisiner. Normalement, c'est dans les trucs avec les trucs vainés et gousses de la vie, machin. Mais évidemment, à la caisse, c'est pas fait pour faire des gâteaux. C'est une diminution du contenant qui fait que, globalement, avec le billet de 5 €, les personnes vont pouvoir acheter de l'alcool. Et destiné beaucoup à des gens un peu en situation de précarité, parce qu'ils n'ont pas les 15 €, ils n'ont pas récupéré les 15 € pour acheter la grande bouteille, etc. Pour le tabac, moi quand j'ai commencé à fumer, il y avait ce qu'on appelait des PIs, des paquets de 10 cigarettes. Et tout l'enjeu des fabricants de tabac était que le paquet de 10 cigarettes reste à moins de 10 francs. Pourquoi? Parce qu'avec une pièce de 10 francs, on peut acheter un paquet de cigarettes. Ensuite, les paquets de 10 cigarettes ont été interdits. Et là, récemment, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, parce qu'ils sont très très forts avec la loi, et ben, au lieu de mettre, ils ont pris les mêmes produits, mais au lieu de mettre une feuille de papier autour, parce que les cigarettes, ce qui détermine, c'est défini par le fait que c'est du tabac et qu'il faut des papiers autour, ils ont mis une feuille de tabac autour. Mais c'est les mêmes marques, les marques les plus vendues. Donc c'est plus des cigarettes. Donc ils peuvent refaire des paquets de 10. Donc ils peuvent refaire des choses qui sont à 5 € maintenant. Et ça, les paquets de 10, ça ne sert pas aux fumeurs. Les fumeurs, ils finissent son paquet de 20. Ça sert à commencer à fumer. Ou pour les petits fumeurs, qui vont devenir des fumeurs quotidiens à un moment ou arrêter de toute façon. Donc il n'y a pas que dans l'accessibilité, effectivement, il y a la notion de prix, mais il y a les fractionnements. C'est vrai pour certains produits illicites aussi, c'est vrai pour la cocaïne. Il y a 10 ans, l'unité de vente de la cocaïne était le gramme, 80 à 100 €. Et effectivement, là, c'est beaucoup plus cher. Et on peut se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui en prennent. Sauf qu'en fait, le trafic de cocaïne s'est organisé plutôt que de baisser le prix, pour toucher plus de gens, autour d'un fractionnement de l'unité de vente. Et aujourd'hui, l'unité de vente de la cocaïne, c'est 0,1. Alors 0,1, c'est pas 80, c'est pas 8 € du coup, c'est plutôt 15. Parce que forcément, plus c'est fractionné, plus c'est cher. Mais c'est destiné au fait de pouvoir vendre de la cocaïne aux gens qui n'ont que 15 € dans leur poche et pas 100 €. Et ça, est-ce que vous savez qui consomme le plus de cocaïne en France? Pas par individu, mais par population. Parce qu'on a toujours l'impression que la cocaïne, c'est un truc de jet-setter, c'est consommé sur le capot des Porsche, par Frédéric Becbédé, et donc c'est très cher. En fait, des gens de la jet-set qui consomment de la cocaïne, il y en a. Sauf qu'en fait, les gens du jet-set, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc c'est une cible toute petite pour le trafic. Il vaut beaucoup mieux vendre des plus petites quantités de cocaïne, si je suis trafiquant, à plein de monde. Et les populations qui consomment donc c'est distribué de manière beaucoup plus homogène que ça dans la population. Et il y a des populations qui sont des gros consommateurs de cocaïne, qui sont les étudiants, les artisans en France en fait. Alors oui, ils ne prennent pas la même quantité, c'est acheté en plus petite quantité, etc. Mais ils sont beaucoup plus nombreux. Donc c'est une cible beaucoup plus intéressante. C'est à peu près le mécanisme inverse par rapport à l'alcool. Globalement, il vaut mieux que je me concentre sur si je suis vendeur d'alcool, sur les 20% qui en consomment beaucoup. Après, derrière, il n'y a pas de vente aussi qu'il faudrait faire avec les fumeurs ou je sais pas si ça existe pour la cocaïne ou pour réduire les doses et plus dans moins cher, c'est mélangé avec des produits. Alors, tous les produits licites en France, ils ont une forme de norme sanitaire, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous achetez une bouteille d'alcool, ce qu'il y a dedans, c'est de l'éthanol, le principe actif. C'est toujours de l'éthanol. Ça, c'est vrai en France. Il y a des pays où c'est pas vrai. Enfin, il y a des pays où la sécurité est moins bonne, où parfois il y a de l'alcool frelaté, du méthanol, de l'éthylène. Donc là, ça peut avoir des conséquences physiques extrêmement graves et immédiates. Mais sur ces produits-là, on sait ce qu'il y a dedans. Par contre, les marchés sont totalement dérégulés. En France, on n'a pas de marché régulé, y compris licite. C'est-à-dire que si vous allez
10 fois racheter de l'alcool, on ne va pas vous dire non, mais là quand même, il faudra réduire un petit peu, il faudra arrêter d'en acheter, etc. Il n'y a pas de régulation. Et les marchés illicites, ils ne sont pas régulés non plus, par définition, ils sont illicites. Personne ne les régule. Sauf que sur les marchés illicites, en plus, effectivement, il peut y avoir des adultérants. Donc dans le cannabis, dans tous les produits illicites, il peut y avoir des adultérants. Et les adultérants, ils visent globalement à améliorer la rentabilité du produit vendu au poids. Dans le cannabis, l'adultérant qui va augmenter beaucoup le poids, c'est la silice. La silice, c'est de la poudre de verre. Si l'herbe, les inflorescences de cannabis sont sont passées dans la silice, donc la poudre de verre, le verre c'est très lourd, donc ça donne, ça l'alourdit beaucoup, et ça donne une espèce d'aspect brillant dessus, et ça passe pour un aspect faussement qualitatif, où il y aurait de la résine et des choses comme ça. Après, il y a plein d'autres adultérants, je ne vais pas vous détailler, mais oui, dans une poudre blanche, du paracétamol, de la lessive. La lessive, c'est très dangereux. Par rapport à la nouvelle drogue, comment on fait pour que une nouvelle drogue sur le marché, comment les gens ils commencent à se dire déjà on va continuer ça. C'est pas un projet professionnel. Comment les nouveaux produits arrivent sur le marché? Alors les nouveaux produits ont toujours un temps d'avance sur la réglementation. C'est-à-dire que globalement, ça c'est logique, la réglementation aura toujours un temps de retard sur classer des produits stupéfiants. Il y a une longue liste de produits stupéfiants qui ne cesse de s'allonger, et puis il y a des chimistes qui rajoutent un acétyl quelque part, un radical OH, etc. C'est une nouvelle molécule, elle n'est pas classée, etc. Ou alors c'est une molécule qui est connue depuis très longtemps, et puis son usage d'un coup devient épidémique, par exemple le protoxyde d'azote. Et de fait, en fait c'est une molécule licite qui a plein d'autres usages. Donc les nouveaux usages ne sont pas toujours des nouveaux produits en fait. Après, comment on fait pour qu'un nouveau produit soit utilisé? C'est souvent auprès d'une population qui est déjà usagère d'autre chose, et puis après c'est une séquence épidémique en fait. Ça se répand chez les usagers. C'est une séquence épidémique assez classique, mais en France, on suit toujours à peu près le même schéma. C'est-à-dire que globalement, l'opinion publique va cristalliser son attention autour de cas cliniques plutôt qu'autour de l'épidémiologie. C'est-à-dire, ce qui a cristallisé les choses et qui a permis de se rendre compte de l'ampleur du problème de protoxyde d'azote, c'est quelques décès. Ça cristallise autour de... Il y a quelques personnes qui sont décédées, mais en fait, la morbidité est beaucoup plus importante que ça. Mais l'opinion publique se cristallise autour du fait qu'il y a quelques décès. C'est très souvent comme ça qu'on va s'intéresser à quelque chose, en tout cas en France. Pas sur des données épidémiologiques, parce que c'est un peu abstrait, mais plutôt sur quelques cas cliniques. Parce que si on s'intéressait que aux données épidémiologiques, le tabac fait 75 000 morts par an, l'alcool fait 41 000 morts par an. En gros, il y a plusieurs centaines de personnes tous les jours qui tombent morts de l'alcool et du tabac, mais on ne cristallise pas de la même façon sur des cas cliniques. Alors, on a eu des choses qui ont porté, des situations individuelles qui ont porté l'intérêt sur la consommation d'alcool. Amy Winehouse, par exemple, qui est morte d'une intoxication alcoolique aiguë. Ce qui tue un quart des décès très prématurés en France, vers les 18-35 en gros, c'est l'alcool. Après un quart des décès. Donc c'est pas des décès par cirrhose, 18-35 ans, c'est des décès brutaux. Il y avait une autre question, je ne sais plus où en premier. Il y a un mouvement pour la légalisation du cannabis, vous en pensez quoi? Alors, on a toujours enregistré, ouais. Le cannabis aujourd'hui, ce qu'on sait, non mais très objectivement, le cannabis c'est une plante, donc la quantité de principes actifs responsables de les faire chercher, c'est-à-dire le THC, c'est variable en fonction de la génétique de la plante, donc la génétique de la plante a évolué parce qu'elle a été sélectionnée, modifiée, c'est une fonction des conditions de culture, d'ensoleillement, la qualité de l'air, de plein de choses. Globalement, la production de cannabis s'est un peu professionnalisée, localement et à l'étranger, et les taux de THC augmentent beaucoup dans les échantillons saisis ou dans les collectes pour analyse. Donc le produit devient plutôt plus fort.
plus dangereux par certains aspects. Il est consommé 99% sous forme de joint, fumé, donc inhaler de la fumée de combustion, ça file le cancer, qu'on fume quoi que ce soit. Tout à l'heure, du cannabis, de la vécu, c'est inhaler de la fumée de combustion qui file le cancer. La vape, non pas de la fumée, c'est la vapeur. Mais du coup, sous forme de gâteau, c'est vrai que... Oui, mais oui, c'est de la réduction des risques. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. Il faut prendre en compte une variable. On n'a pas le temps de tout développer, mais il faut prendre en compte une variable, c'est que quand on fume, on se titre. Tous les fumeurs savent qu'ils tirent plus ou moins fort sur la cigarette ou sur le joint, parce qu'ils sentent tout de suite que c'est fort, pas fort. La voie digestive est une voie d'absorption lente. Le risque de la voie d'absorption digestive, c'est la surdose. Donc la surdose est un risque. Par contre, pour le cancer, c'est très clair, c'est la réduction des risques. Après, moi je connais très peu de gens qui sont arrivés, je connais même, pas beaucoup, qui sont arrivés durablement à faire de la réduction des risques en ingérant en fait. Déjà parce que c'est compliqué en fait. Donc les cannabinoïdes sont des phospholipides, ça veut dire qu'il faut les extraire dans un corps gras et cuisiner ce corps gras. Donc ça devient un peu culinairement compliqué, et en plus les gens qui étaient, moi j'ai des patients qui étaient des gros usagers de cannabis qui ont fait de la réduction du risque comme ça, et au bout de quelques années, j'ai des space cookies, ça ne peuvent plus des cookies, parce qu'ils se substituent par voie digestive, et donc à un moment ça devient, pour beaucoup de personnes ça devient un peu compliqué. Mais c'est pas un traitement, mais l'absorption par voie digestive et la vaporisation, c'est de la réduction du risque de cancer de manière tout à fait patente. Du coup, j'ai oublié de répondre à l'autre question. À la question. La légalisation. Alors, ce qui serait risqué, ce serait une demi-mesure. C'est-à-dire que juste la dépénalisation, en France, on a le modèle le plus répressif de l'OCDE. On a le modèle de l'amende forfaitaire, les poursuites judiciaires, etc. On a le modèle le plus répressif. Il faut savoir que l'amende forfaitaire pour usage de cannabis ne marche pas très bien, et la plupart des amendes ne sont pas payées, parce que les gens ne sont pas solvables. Aujourd'hui, on laisse les usagers de cannabis aux mains des trafiquants, très très clairement. Je vous parlais tout à l'heure du marché dérégulé, licite et illicite. Ce qui réduit les risques, c'est la régulation du marché. Donc globalement, la légalisation du cannabis sur un modèle économique, on va prendre les taxes, elles seront pour l'État, ça sera mieux. Ça a été essayé, dans le Colorado, etc. Ce modèle économique, il n'est pas tout à fait satisfaisant, et surtout il ne correspond pas à notre modèle de santé. Notre modèle de santé public, c'est globalement quelque chose qui viserait à réduire les risques et à améliorer la santé publique. Ça doit être ça nos indicateurs. Ça ne doit pas être des indicateurs financiers en tout cas, et ça doit être la régulation. C'est-à-dire que globalement, la légalisation avec un dispositif de régulation est quelque chose qui serait tout à fait intéressant, et par la même occasion, il faudrait qu'on arrive à faire de la régulation pour l'alcool et le tabac, c'est-à-dire à commencer par le respect de l'interdiction de vente aux mineurs. Il y a des choses qui n'existent toujours pas actuellement, c'est pas fait. Donc la légalisation sur un modèle régulation, c'est très intéressant. Moi, du coup, c'est pour avoir votre avis sur tout ce qui est les nouvelles substances d'aujourd'hui, surtout le CBD et tout ce qui est les cigarettes électroniques aussi jetables. Alors le CBD, c'est pas une nouvelle substance, parce que c'est un truc qui est présent dans le cannabis. Le CBD, c'est le précurseur du THC. C'est-à-dire que la plante, pour fabriquer du THC, elle fabrique du CBD, et le CBD est le précurseur dans la plante du THC. Dans le sens où c'est vraiment ce qui est le plus ce qu'on se plus. C'est une molécule peu psychotrope. Il faut savoir, ça c'est important, parce que là, il y a de plus en plus que ce qui est vendu comme CBD, c'est parce que ça contient moins de 0,2% de THC dans la plante. Sauf qu'en fait, dans les tests salivaires, urinaires, il n'y a pas de cut-off. C'est-à-dire que c'est des tests immunoenzymatiques, c'est des petits crochets, le THC s'accroche, mais il n'y a pas de seuil de détection. Si on en trouve, on en trouve. Donc globalement, les usagers réguliers de CBD, aujourd'hui, pour pas mal d'entre eux, positifs au THC, alors qu'ils ont acheté que dans des boutiques de CBD légales, et positifs au volant, ils perdent leur permis. Donc ça, c'est à savoir. Quand on consomme régulièrement du CBD, en fait, deuxième chose, énormément d'usagers de CBD le fument. Donc ils auront un cancer légal, comme avec le tabac. Puisque c'est l'inhalation de fumée de combustion et la durée de l'intoxication par fumée de combustion qui augmente le risque de cancer. On ne peut pas considérer qu'on réduit les risques à partir du moment où on fume. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la vape.
Donc la vaporisation, la vaporisation, c'est faire réduire les risques. Le principe général de la vaporisation, c'est réduire les risques pour les fumeurs. Moins on chauffe, moins il y a de risques. Donc globalement, pour les fumeurs, aujourd'hui dans les études internationales, dans pas mal d'études internationales, c'est en train de se dessiner comme le moyen le plus efficace d'arrêter de fumer, la vape. Bien sûr que si on considère la vape avec à valider comme un dispositif médicamenteux, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, pourquoi? Parce que pour valider la vape comme un dispositif médicamenteux, il faut le faire en double aveugle contre placebo, et il faut avoir une génération de vapoteurs non-fumeurs. Parce que si aujourd'hui quelqu'un a fumé 10 ans et il vape 10 ans, il a un cancer du poumon. Mais on est incapable de dire quelle est la part de son cancer du poumon qui est liée aux 10 années de tabagisme, et la part qui serait liée à la vape. Après, les projections épidémiologiques très sérieuses, et même s'il y a plein de désaccords, tout le monde est d'accord pour dire que la vape est beaucoup moins dangereuse que le tabac. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, si on s'intéresse à la puff, donc petite cigarette électronique, pas écologique, parce que jetable avec la pile, etc., elle n'est pas destinée aux fumeurs. Le placement marketing de la puff, c'est intéresser les jeunes. Et ça, vu la dénormalisation du tabac, l'industrie du tabac est déjà en train de préparer l'avenir sur comment on va intéresser les jeunes à de nouvelles substances. Alors, est-ce que c'est une étape vers le tabagisme, ou est-ce que les jeunes vont rester à la puff, etc. Aujourd'hui, ce qui a fait 100 millions de morts au XXe siècle, et ce qui fait 75 000 morts par an en France, c'est le tabac. Mais il y a une vraie vigilance à avoir vis-à-vis de la puff, puisqu'en plus, l'industrie de la puff est un truc hyper obscur. Il est assez probable que ça appartienne en grande partie à l'industrie du tabac, alors que la vape, en France, est à 85% indépendante de l'industrie du tabac, ce qui est une très bonne chose. D'un côté, ça fait des dégâts ou pas? Faut savoir. Le tabac et la cigarette, c'est fermé, mais d'un côté, J'ai pas compris. vapoter, est-ce que ça fait des dégâts? Est-ce que ça a des effets négatifs? C'est pour les fumeurs. Est-ce que vapoter est nocif? Oui. Indiscutablement. Oui, le vapoter c'est nocif. C'est comme pour l'alcool, boire c'est nocif. Mais il faut regarder comment on choisit son métier. C'est-à-dire que vapoter, c'est pas pour les non-fumeurs. Ça c'est sûr. On peut pas dire que vapoter c'est bon pour la santé, ou que ça ne produit rien. C'est pas forcément. Par contre, on sait que la nicotine, dans la vape, il y a du propylène-glycol, de la glycérine végétale et de la nicotine. La nicotine est un produit très peu dangereux. C'est-à-dire que globalement, pour avoir des problèmes de santé de la nicotine, il doit se couvrir de patch et pendant 100 ans. Et on ne vit pas assez longtemps pour des problèmes avec la nicotine. Et la nicotine propre, médicamenteuse, est très très peu dangereuse. Je pense qu'on va devoir terminer parce que ça va partir. Il y avait la Je suis bavard. Ok. Moi j'ai une question. Deux questions rapides. Allez. Je voulais savoir si le cadre de légalisation que vous évoquiez pour le cannabis peut être appliqué à toutes les autres drogues. C'est pour un intérêt sanitaire. Oui. En fait, alors pour le cannabis, il y a des expériences. Pour l'héroïne, il y a des expériences. Il y a des expériences en Suisse, en fait, d'héroïne médicalisée. C'est-à-dire qu'on va proposer aux usagers tout le panel entre les gens qui veulent arrêter, avoir une substitution avec un héroïne médicalisée. Et pas mal de pays dans le monde ont des projets de légalisation globale, c'est-à-dire d'en finir avec la guerre aux drogues, qui coûte beaucoup d'argent et qui est inefficace en fait, pour passer à un autre modèle, c'est un modèle de régulation et de santé publique. Du coup, moi j'avais une dernière question. On apprend dès la deuxième année à demander aux patients s'ils ont une consommation d'alcool, de drogue, etc. Et à chaque fois, on nous dit c'est un peu compliqué de poser la question, est-ce qu'on parle de toxique, est-ce qu'on parle de drogue, est-ce qu'on nomme les drogues, etc. Est-ce qu'il y a une façon d'épuiser de poser la question? Ah oui, on peut poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous consommez? Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les questions fermées à fortiori négatives. Vous ne consommez pas de drogue. Ben là, le patient il aura l'impression que vous n'êtes pas capable d'entendre qu'il en consomme. Donc il vous dira non parce que ça vous fait plaisir. Bien sûr, la technique la plus facile, c'est de commencer par alcool, tabac, cannabis. Est-ce que vous consommez de l'alcool? Oui, non. Est-ce que vous consommez
du tabac, est-ce que vous consommez du cannabis, et ensuite de dire est-ce que vous consommez d'autres drogues et de les nommer. Parce que si vous ne les nommez pas, les patients vont avoir l'impression qu'ils vont vous sortir un truc dont vous n'avez jamais entendu parler et que vous n'êtes pas prêt à l'entendre, ce mot-là. En fait, le principe général, c'est de montrer aux patients que vous êtes prêt à entendre ces consommations. Et les patients n'ont pas besoin que vous en fassiez quelque chose tout de suite. C'est-à-dire que quand c'est comme ça dans un contexte à l'hôpital où vous posez des questions, souvent on se dit mais s'il me dit oui, il va falloir que je fasse quelque chose tout de suite avec, que je réponde. Les patients n'ont pas besoin de ça. C'est les soignants qui ont l'impression qu'ils vont devoir répondre immédiatement à la situation. Or, les patients tolèrent très très bien quand on leur pose la question, on leur dit écoutez, je ne vais rien faire tout de suite de ça, mais c'est important qu'on continue à en discuter. D'accord. Mais du coup, si un patient a une consommation, ça rejoint à ma question, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient qui a une addiction, vers qui on redirige Déjà, je pense que globalement, il doit y avoir un premier recours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les professionnels de santé doivent être capables de faire une première ligne d'accompagnement, au moins pour l'alcool et le tabac. C'est-à-dire de proposer des objectifs de réduction de conso, d'arrêt, de faire une balance décisionnelle, quels avantages vous avez à continuer, quels inconvénients vous avez à continuer, quels avantages vous avez à arrêter, quels inconvénients vous avez à arrêter. Des petites choses assez basiques, du RPIB, repérage précoce, intervention brève, c'est 5 minutes. Donc ça, tout le monde doit pouvoir le faire, l'intervention brève. Et ensuite, si nécessaire, adresser dans le circuit spécialisé. Donc soit l'EXAPA, centre de soins d'accompagnement et de prévention, soit de la dicto libérale, c'est possible, soit de la dicto hospitalière.